L'imbroglio au Mali après la manifestation du M5 tenue le 10 juillet, une manifestation qui a fait au moins 11 morts selon un bilan officiel et des dizaines de blessés. Cette situation provoque une tension qui a du mal à retomber au Mali. Et pour évoquer la situation au Mali, nous avons d'abord sur ce plateau à Libreville, au Gabon, Lagrange Simenou Agnampé, qui est spécialiste des questions internationales et chroniqueur de cette émission. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Aziz, bonsoir chers téléspectateurs. Et en ce qui concerne la diaspora malienne représentée ici par quelques têtes, eh bien nous avons en ligne de Paris en France Maître Mahmoud Sidibé, qui est avocat à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit, ancien enseignant chercheur aux universités de Nanterre, Paris 10 et Cergy-Pontoise. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. Bala Cissé, docteur et enseignant-chercheur en droit public à l'université Paris 13. Bonsoir. Bonsoir, merci. On note que vous avez dans une contribution intitulée « De la transition politique à la transition constitutionnelle pour une 4e république au Mali à l'aune de la crise multidimensionnelle » donné une sorte d'alerte. Et cette contribution avait été publiée sur le site maliweb.net. On aura peut-être tout à l'heure Amba Thiambel, directeur de publication de La Voix du Mali, qui est journaliste. On note également que nous avons tenté de joindre hier à Bamako des représentants du M5. Nous avons pu avoir Maître Muntagatal qui a promis reprendre contact avec nous, mais on imagine que son emploi du temps ne le lui a pas permis. La même démarche a été ouverte à l'endroit des autorités sans succès. On espère que pour la prochaine fois, eh bien, on aura l'occasion de compter parmi nous ces personnes. Pour la suite, eh bien, nous allons d'abord revenir à la situation au Mali ce lundi, après l'appel au calme de l'imam Mahmoud Dicko, qui est l'un des membres influents du M5. Entre vendredi et dimanche, Bamako, la capitale malienne, a été le théâtre de plusieurs manifestations consécutives à l'appel du mouvement du 5 juin. Au total, 11 morts et 124 blessés sont déplorés selon un bilan de sources hospitalières. Loin d'une réelle accalmie, les violences ont baissé d'un cran ce dimanche, même si la situation est restée tendue par endroits. La circulation a même été rendue difficile en raison des bornes de béton érigées sur un pont de la capitale, des barricades et pneus consumés jonchent la route menant vers l'aéroport. Plusieurs bâtiments ont fait les frais de ce déchaînement, tels que le tribunal en partie saccagé, ainsi que le siège local du parti présidentiel dans l'une des communes de la capitale malienne. Au quartier de Badalabougou, épicentre des violences de samedi soir, des centaines de personnes ont assisté aux obsèques de 4 des victimes de la veille. Après l'enterrement, des barricades ont été remontées par les manifestants et quelques tirs de sommation entendus par endroits. Pour certains témoins, ces meurtres seraient dus aux coups de feu tirés par les forces armées, mais ils considèrent que ce n'est que le début du mouvement parce que la lutte continue, disent-ils. L'opposition malienne réunie au sein du M5 a décidé ce dimanche d'annuler au dernier moment la conférence de presse qu'elle devait tenir. En lieu et place, plusieurs de ces leaders ont participé à l'inhumation de leurs militants tués lors des heurts. L'imam Mahmoud Dicko, présent à ces cérémonies, a lancé un appel au calme. Évitons toutes sortes de violences, a demandé l'autorité morale des contestataires. Même s'il met ce combat sous le sceau de la bonne cause, la bonne gouvernance, il appelle au calme. Je demande encore une fois à la jeunesse malienne de faire preuve de retenue et de calme. Nous pouvons vraiment trouver et obtenir tout ce que nous cherchons dans la patience, dans les bonnes manières. Évitons toutes sortes de violences, apaise-t-il. Dans la foulée, il faut rappeler que le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé d'abroger le décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Maître Mahmoud Sidibé, l'imam Dicko appelle au calme et demande à ses partisans tout de même de rester mobilisés. Un mot sur ce qu'il se passe actuellement au Mali, vu que vous êtes dans l'Hexagone et que c'est certainement stressant de savoir que son pays est en proie actuellement à des violences pour des problèmes qui auraient pu être résolus.
Oui, bonsoir, cher monsieur. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau pour évoquer la question de la crise malienne. C'est vrai que pour nous, Maliens de la diaspora, nous, on vit les choses en direct grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias. Et comme beaucoup, nous sommes très inquiets par rapport à la situation malienne. Il faut dire que cette inquiétude, elle est ancienne, elle date pas d'aujourd'hui, parce que comme vous le savez, en 2012, le Mali a connu la plus grande crise de son existence, donc notamment avec la perte d'une grande partie de son territoire et l'occupation de cette partie du territoire par des djihadistes. Après, nous connaissons la suite de l'histoire avec l'intervention française, donc qui a chassé les djihadistes. Donc après tout ça, on a été confronté également au problème du terrorisme. Donc aujourd'hui, nous avons la MINUSMA qui est présente sur le territoire malien. Nous avons l'armée française qui est aussi présente, donc pour aider le Mali à pouvoir lutter contre le terrorisme. Donc nous avons déjà ce schéma-là. Nous avons ces difficultés-là au nord et au centre. Aujourd'hui, nous avons des difficultés politiques et institutionnelles au sud. Donc, vous savez que le sud, c'est quand même la zone du pouvoir, parce que c'est là où se concentre le cercle de décision. Donc, ce que nous avons à dire, c'est que cette situation-là nous stresse, nous préoccupe. Et moi, je souhaite vraiment remercier l'imam Diko, qui a fait preuve de sagesse, puisque donc, malgré le fait qu'il défende le mouvement du M5, donc il appelle au calme. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de calme. Je pense que le M5 a des revendications. Ces revendications-là, on peut le faire sans passer par l'insurrection. Voilà, donc c'est dans l'intérêt du Mali que déjà le Nord, il y a des problèmes, on sait pas comment on va récupérer le Nord, donc il y a des difficultés. Si maintenant au Sud, donc les hommes politiques et les Maliens commencent à s'entre-déchirer, donc ça présage de mauvaises choses pour le Mali. Il faut éviter la grange Chimeno à Nyangpé, le chaos. Il y a officiellement 11 morts et des dizaines de blessés. Il y a eu un geste d'apaisement hier avec notamment la libération de certains leaders du M5 qui avaient été arrêtés. Il faut absolument privilégier l'apaisement. Merci Aziz. Effectivement, il faut absolument privilégier l'apaisement parce que une seule vie humaine perdue, c'est beaucoup, c'est une grande perte et c'est beaucoup de choses qui volent en éclats dans une nation. Et je pense qu'il faut remonter aux origines de ce conflit-là, de cette situation politique très tendue, parce que nous nous rappelons que le Mali déjà est scindé en deux parties, comme il l'a dit, le Nord et le Sud. Le Sud qui concentre 90% de la population malienne et où également se prennent les grandes décisions. Mais depuis 2011, nous nous sommes rendus compte que la situation sécuritaire au niveau du Nord Mali qui regorge où habitent des Touaregs et où prolifèrent beaucoup de choses qui ne sont pas agréables. Les Touaregs et des peuples apparentés, hein, voilà, les Arabes, etc. Où siègent également les groupes dits terroristes. Nous nous sommes rendus compte que au milieu des années 2012 ou au début du premier trimestre 2012, la situation s'est envenimée là-bas au point où l'armée s'était rebellée contre le pouvoir en place qui était alors présidé par le président Amadou Toumani Touré, qui a été poussé à la démission et à l'exil. Oui, mais à l'heure actuelle. Oui, à l'heure actuelle, le problème, les revendications qui sont posées par le M5. Le problème aujourd'hui au Mali, c'est d'abord un problème sécuritaire. Tout est parti du problème sécuritaire au nord du Mali et le sud aujourd'hui est en train de subir les affres de ce que tout ce qui a été fait n'a pratiquement rien apporté d'autre qu'envenimer la situation. Même les forces étrangères, quand nous prenons les Nations Unies, la force offensive française, le G5 Sahel, la force du G5 Sahel qui sont présentes dans cette zone et qui font quand même au minimum 22 000 hommes, n'a pratiquement
pratiquement pas apporté grand chose. Ça n'a pratiquement rien apporté aujourd'hui. Si nous pouvons nous exprimer ainsi. En 2015, il y a eu un accord avec les groupes armés, avec toutes les tendances, mais l'accord a eu du mal à être mis en place et nous nous sommes rendus compte il y a eu de nombreux accords qui ont du mal à être respectés. Bon. Bala Cissé, vous avez écrit de nombreux articles sur le droit constitutionnel et bien sûr sur la situation au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé, pour apaiser les tensions, d'accéder à une revendication de l'opposition. Il s'agit du limogeage de fait des 9 juges. À quelles conséquences il faudrait s'attendre? Sur quelle base donc les remplaçants de ces juges vont être choisis? Oui, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation de m'associer à ces débats avec mes compatriotes maliens. La question de mettre fin à la vie de la Cour constitutionnelle, juridiquement, ça pose problème. D'un point de vue juridique, le président de la République malien n'a qu'un seul droit sur le membre de la Cour constitutionnelle au terme de l'article 91 de la Constitution malienne. C'est-à-dire que le président de la République a un pouvoir nominatif sur 3 juges de la Cour constitutionnelle. En temps normal, c'est-à-dire que le président de la République malien ne peut pas faire autre chose qu'un pouvoir nominatif. Mais toutefois, on peut se demander qu'est-ce que prévoit la Constitution pour mettre fin au mandat des membres de la Cour constitutionnelle. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui prévoit de mettre fin à la fonction des membres de la Cour constitutionnelle. Je m'explique. Cela signifie que une fois que les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés, ils sont irrévocables. Il ne peut avoir cessation de leur fonction que par la démission volontaire. Or, dans les cas maliens, on voit que le président de la République a pris un acte qui met fin aux fonctions des membres de la Cour constitutionnelle. D'un point de vue constitutionnel, en temps normal, le président ne peut pas. Mais on peut s'interroger aussi en disant qu'en temps de crise, le président de la République, sur le fondement de l'article 50, je pense, il est regrettable que le président de la République n'a pas, dans son discours, invoqué l'article 50 de la Constitution malienne qui prévoit des pouvoirs de crise. C'est-à-dire qu'en temps de crise, le président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles qui lui permettent la continuité de l'État et la continuité des institutions. Or, on sait que le président de la République malien n'a pas invoqué l'article 50. De mon point de vue, d'un point de vue constitutionnel, l'acte qui met fin au mandat de membre de la Cour constitutionnelle, qu'on peut le qualifier comme une dissolution des faits, est anticonstitutionnel. Là, ça pose problème. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a posé un acte, vous le soulignez tantôt, anticonstitutionnel en mettant fin aux fonctions de ces juges constitutionnels. Mais on se retrouve finalement dans une situation de non-droit? Oui, en principe, moi je pense, de mon point de vue, des problèmes comme l'ancien président malien Alpha Omar Konaré disait, à des problèmes politiques, il faut des solutions politiques. Moi je pense, de mon point de vue, aussi du point de vue du droit constitutionnel, on devrait se focaliser sur des problèmes politiques par des solutions politiques. Mais le président ne peut pas résoudre cette crise politique à multidimensionnelle. Un recours au droit constitutionnel. Donc, il y a un problème si on va aller sur le terrain du droit constitutionnel. C'est ça qui pose problème. Donc, on peut même qualifier cet acte de la dissolution des faits de la Cour constitutionnelle comme une violation grossière de la Constitution malienne. Il faut dire, c'est regrettable que certains juristes ne dénoncent pas cet acte d'un point de vue constitutionnel qui est une violation, voire même une fraude à la Constitution malienne. Donc, vraiment, la seule manière de mettre fin, d'ailleurs,
on retrouve que dans les revendications des M5 demande le renouvellement de la Cour constitutionnelle. Mais M5 n'a jamais dit la dissolution parce que nous savons, lorsqu'on avait, les M5 avait demandé le président de la République de dissoudre, le président de la République même a dit qu'il n'a pas le pouvoir de dissoudre la Cour constitutionnelle. Donc il y a un paradoxe. Mais finalement, qu'est-ce qui a fait céder c'est la pression de la rue qui a eu raison du président Ibrahim Boubacar Keïta, et la question est posée cette fois à Bala Cissé? Oui, mais les présidents maliens se focalisent sur les recommandations de la CEDEAO. Mais savons-nous qu'il y a un problème juridique? Les actes, les recommandations de la CEDEAO ne sont pas supérieures à la constitution malienne. Donc il y a un problème aussi. Donc les recommandations de la CEDEAO, les présidents, c'est au fondement de sa décision en disant que ce sont des recommandations de la CEDEAO. Mais je suis désolé, c'est regrettable. Et les recommandations de la CEDEAO aussi sont anticonstitutionnelles. Donc ça pose problème. Les recommandations de la CEDEAO sont anticonstitutionnelles. On était en compagnie de Bala Cissé. Là, nous allons retrouver Maître Mahmoud Diko. Maître Mahmoud Sidibé, pardon. Maître Mahmoud Sidibé, le président a cédé, semble-t-il, à la pression de la rue sans tenir compte du respect de la Constitution. Bon, moi, là où je suis d'accord avec monsieur Cissé, c'est que, bon, là, on a un problème, c'est que le président a décidé de mettre fin au mandat des juges de la Cour constitutionnelle, mais il n'a pas précisé le fondement juridique. D'accord? Il y a un problème juridique. Le président n'a pas précisé. Et comme Bala Cissé a clairement dit, le président de la République n'a aucun droit sur les membres de la Cour constitutionnelle. Le seul droit que le président de la République a sur la Cour constitutionnelle, c'est de nommer 3 membres. Une fois que les membres du Conseil constitutionnel sont élus, ce sont des juges indépendants. D'accord? Donc, le fait que le président de la République décide de mettre fin au mandat de ces juges-là, donc porte atteinte à leur indépendance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vrai que le président de la République aurait pu se fonder sur l'article 50 de la Constitution. L'article 50 de la Constitution, comme a dit M. Cissé, permet au président d'exercer des pouvoirs exceptionnels. C'est-à-dire qu'en cas de crise, vous savez que la Constitution malienne, elle s'inspire de la Constitution française. Donc, lorsqu'il y a des crises graves, donc la Constitution confère au président de la République des pouvoirs importants. Et dans le cadre de l'exercice de ces pouvoirs exceptionnels, le président de la République aurait pu mettre fin au mandat des juges de la Cour constitutionnelle. Maintenant, moi je pense que par rapport à ce problème, pour moi, la solution constitutionnelle dont dispose le président de la République, qui n'est pas contestée et qui n'est pas contestable, c'est la possibilité pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. D'accord? Parce que le président de la République, la Constitution lui confère le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, on est dans le cadre d'un pouvoir propre. Donc, lorsque le président de la République veut exercer ce pouvoir-là, ce que dit la Constitution malienne, il doit demander, il y a un avis, donc il doit demander l'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale. C'est un simple avis qui ne le lit pas. Après avoir demandé cet avis, le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc je pense que la dissolution de l'Assemblée nationale, en tout cas sur le plan constitutionnel, sur le plan du droit, est une possibilité. Voilà. Donc maintenant, par rapport... Allez-y. J'aimerais ajouter aussi par rapport au fait que le président de la République mette fin au mandat des juges constitutionnels. En réalité, quand on regarde, en tout cas quand on regarde avec les yeux d'experts, ça ne règle pas tout à fait le problème. Pourquoi? Parce que vous savez que les membres du Conseil constitutionnel, au Mali comme en France, ce sont des membres nommés. C'est-à-dire qu'on a 9 juges, 9 membres du Conseil constitutionnel qui sont nommés par des autorités. Voilà. Comme dans de nombreux pays africains. Voilà, comme dans les nombreux pays africains. Vous avez 3 membres qui sont nommés par le président de la République, vous avez 3 membres qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, et vous avez 3 membres qui sont nommés par le Conseil de la justice. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le président de la République aujourd'hui a mis fin au mandat, donc ce sont les mêmes autorités aujourd'hui qui sont en place qui vont faire de nouvelles nominations. Donc, je ne pense pas que ça soit...
que ça va arranger les choses, en fait. Je pense que ça va arranger les choses. Ça ne va peut-être pas arranger les choses. La Grange Siménois Nyongpe, on a évoqué à peine la position de la CEDEAO qui parfois pousse à prendre des décisions qui, à la fin, ne sont pas forcément porteuses. Non, je pense qu'il vaut mieux ne pas voir les choses sous cet aspect. La CEDEAO vient, fait une analyse et émet des interprétations et fait des propositions. La CEDEAO, quitte à tordre le cou à la Constitution. La CEDEAO fait des propositions, pas quitte à tordre le cou aux constitutions, mais à régler des problèmes politiques. C'est lorsqu'il y a des problèmes politiques qui engagent la sécurité de la nation, la sécurité du peuple et de l'espace sous-régional que la CEDEAO intervient eu égard aux accords qui le lient à ces pays-là. Donc, moi, je pense que la CEDEAO est allée sur le terrain, a fait des recommandations qui n'ont pas été aussitôt suivis. Le président a eu le temps de le suivre. Ils ne l'ont pas obligé à suivre ces recommandations-là. Mais l'objectif principal de la CEDEAO, c'était que la paix revienne, que le président puisse écouter et satisfaire dans la mesure du possible les demandes de l'opposition et du peuple malien qui, aujourd'hui, battent sérieusement le pavé. La situation est très grave aujourd'hui au niveau du Mali. Amba Tiambel, vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Vous avez, et d'ailleurs vous continuez de suivre de très près la situation à Bamako, le M5 a obtenu du président de la République eh bien, la libération de ses membres, de ses leaders qui ont été arrêtés lors de ces manifestations. Est-ce que le pouvoir devrait en faire davantage pour arriver à un apaisement, parce que contrairement à ce qui était demandé au début, eh bien, il semble que les choses ont évolué simplement vers une prise en compte par le gouvernement et le pouvoir de l'ensemble des revendications. On est parti de cette demande express de démission à la prise en compte de toutes les revendications. Je vous remercie. La demande de démission en tant que telle est une revendication politique. De cette revendication politique, sur la base de cette revendication politique, donc, s'est greffée une multitude de revendications. Bon, à la fin, il faut rappeler quand même qu'il y a eu plusieurs rencontres entre le président de la République et ce mouvement. Le mouvement du 5 juin est composé à la base d'associations de formation politique, de partis politiques, de syndicats. C'est un peu un fourre-tout. Je ne sais pas comment les juristes vont qualifier cela. C'est difficile quand même de négocier sur la base avec un mémorandum avec une structure qui n'a pas d'existence légale. Chaque entité qui compose le mouvement du 5 juin est soit un parti politique ou un mouvement politique ou une association. Mais l'entité en elle-même n'a pas de reconnaissance, à mon avis, n'a pas de base juridique légale pour pouvoir demander quelque chose. Mais les revendications, certaines revendications sont justes, à juste titre. L'article 39 qui a répondu à la demande des enseignants est juste et justifié. La demande politique de la démission qui enclenche vers réparer l'irrégularité des élections, qui peut se faire par la voie légale, par la justice, est une revendication qui est posée sur la table. Et ainsi de suite, et d'autres revendications sont également. Mais le président de la République a répondu quand même par un gouvernement de large ouverture et une main tendue, ensuite un gouvernement de large ouverture. Il a accepté de les recevoir, même si à la première convocation, le mouvement M5 était abonné absent. Donc, il s'est assis à la même table qu'eux, il a reçu la majorité, il a reçu les syndicats, il a reçu les forces vives de la nation. Il a renvoyé les partis politiques, les deux mouvements politiques s'entendre sur une feuille de route commune proposée. Et je rajoute pour terminer que le gouvernement attend jusque-là, la formation du gouvernement, le pays attend un gouvernement depuis 3 semaines par rapport à cela. Même si le premier ministre a été reconduit, le gouvernement n'est pas en tout cas formé. Au-delà de ça, parlant spécifiquement de cette libération, cette libération rentre, la libération des leaders du M5 interpellés à la suite de la manifestation du 10 juillet, rentre dans le cadre
d'un Des mesures apaisement. d'apaisement. Mais ils ne sont pas relâchés de toutes les façons. Ils répondront de leurs actes devant la loi. C'est une libération provisoire. Après 48 heures de garde à vue, la mesure judiciaire continue. C'est une libération provisoire en Batiambel, mais il y a quand même eu une répression qui a été jugée disproportionnée des forces de l'ordre, une répression qui a entraîné la mort d'au moins 11 personnes. Est-ce que ce nombre de morts ne va pas naturellement attiser la haine? Disons qu'il faut condamner la violence. La violence et l'usage de la force de façon disproportionnée, vous le rappelez tantôt, n'est pas acceptable. En maintien d'ordre, on ne tire pas. En maintien d'ordre, on ne doit pas utiliser la violence. L'État a la responsabilité de situer l'origine de ces tirs-là et que les auteurs répondent devant la justice. Aujourd'hui, on a tendance, à tort ou à raison, d'accuser les forces de l'ordre. C'est à la justice de faire. En tout cas, une enquête doit être ouverte en la matière pour situer les responsabilités et punir avec la dernière rigueur les auteurs. Mais ceci dit, parlons-nous franchement. Comment en est-on arrivé là? Nous avions quand même vu une première manifestation le 5 juin qui n'a pas débordé, bien encadré par les forces de l'ordre, après une autorisation, malgré que nous soyons en état de Covid, à la sortie du Ramadan, à la sortie du couvre-feu, avec toute cette situation explosive qui pouvait se présenter au pays. Et nous avions vu une deuxième manifestation le 19 août. L'imam Diko est venu chaque fois pour calmer, freiner des 4 freins. C'est sa masse, il est la caution morale, et il y a le comité stratégique, ils ont une organisation un peu ambivalente à l'interne qui renvoie. On a pendant tout ce temps chauffé à bloc les manifestants. Et la première manifestation, d'ailleurs, ils se sont dirigés sur le domicile du président pour saccager. Mais ils ont été retenus, les forces de l'ordre ont pu les contenir. Mais à cette troisième manifestation, l'imam Diko est allé à la conférence de presse pour forcer pratiquement la main du président à aller dans ce sens sans discussion, à demander la dissolution, à demander la satisfaction de leurs revendications sans discussion et sans échange, bien sûr. Ensuite, il ne s'est pas présenté à la manifestation, à la conclusion de la manifestation du 10 juillet, comme d'habitude, pour appeler à l'apaisement. Chauffé à bloc pendant 3 manifestations, malgré que l'État est autorisé en situation exceptionnelle. Cette manifestation, ils ont fait quoi? Décréter la désobéissance civile, aller attaquer des lieux indiqués, une liste a été donnée, l'ORTM, la primature, l'Assemblée nationale, les domiciles ciblés des barons du régime, des chefs d'institution. Alors, le Haut Conseil des collectivités a dépassé un sac. L'Assemblée nationale a été caillassée. Oui, Tiambel Gimbayara. Tous ces endroits ont été pillés et saccagés. Et ça, l'ORTM a été occupé. On était face à un coup d'État civil, un coup d'État qui dépasse son nom. Et l'État ne peut pas rester sans rien faire face à une telle situation. Tiambel Gimbayara, on comprend bien. Protéger les oui, on comprend bien que. On comprend bien que les autorités aient décidé de réagir en déployant les forces de l'ordre, mais on note aussi qu'il y a eu, comme on l'a souligné, un emploi, une utilisation disproportionnée de la force, ce qui s'est soldé par au moins 11 morts. Alors, Maître Mahmoud Sidibé, à quoi s'expose-t-on lorsqu'on appelle à la désobéissance civile? Déjà, il faut la question de la désobéissance civile. Pour en parler d'abord, moi je souhaite dire que, comme M. Tiambel a dit, les revendications du M5, certaines revendications sont légitimes. Parce que le M5, dans ses revendications, parle de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, qu'on le veuille ou pas, est le gros problème du Mali. Voilà, c'est un gros problème du Mali. Tant qu'on ne règle pas ce problème de mauvaise gouvernance, ça serait difficile de régler tous les autres problèmes. Voilà. Donc, par rapport à la désobéissance civile, il faut savoir que le M5, dans ses revendications, il y a beaucoup de revendications qui ne tiennent pas compte de la Constitution. Première revendication, lorsque le M5 demande la démission du président. Le M5, sur le plan politique, le M5 peut demander la démission du président de la République. Mais sur le plan juridique, le M5
n'a aucun droit d'exiger la démission du président de la République. Il faut savoir que le président de la République, qu'on le veuille ou pas, a été élu démocratiquement. Donc, il est élu pour un mandat de 5 ans. Tant que son mandat n'est pas expiré, on ne peut pas le forcer à démissionner. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le M5 parle de désobéissance civile. Donc, lorsqu'il parle de désobéissance civile, donc le M5 avait lié cette question-là à la Constitution. Tout simplement parce que la Constitution malienne de 92 prévoit en effet la possibilité d'organiser une désobéissance civile lorsque la forme républicaine de l'État est en danger. Voilà. Maintenant, la question est de savoir, aujourd'hui au Mali, est-ce que la forme républicaine de l'État malien est en danger ou non? Voilà. Et quand on regarde la situation de manière approfondie, on voit bien qu'on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, on est hors constitution. Aujourd'hui. Oui, allez-y, on est dans un cadre qui est différent. Beaucoup parlent de manipulation politique. En fait, je pense ce qui est regrettable, c'est qu'à la tête du M5, nous avons des juristes chevronnés qui sont connus comme étant des experts sur le plan juridique. Maître Muntagatal, par exemple. Comment? Maître Muntagatal, par exemple. Oui, Maître Muntagatal ou Monsieur Batili, qui sont des avocats que je respecte. Donc, quand j'entends des juristes, peut-être qu'ils sont plus politiques que juriste lorsqu'il parle de désobéissance civile et qu'on dit que la désobéissance civile est dans la Constitution. Donc pour moi, il est important que ça soit du côté du pouvoir, que ça soit du côté du M5, en tout cas de respecter dans le cadre constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, si le Mali sort du cadre constitutionnel, avec tous les problèmes que nous avons, les problèmes sécuritaires, si nous sortons du cadre constitutionnel, on risque de tomber dans un chaos qui n'arrange personne. Et ce chaos, justement, il faut le stopper. Nous avions 30 minutes pour cette première partie d'émission qui sont en train de tirer à leur fin. On va vous donner l'occasion en 30 secondes de conclure chacun. La grande Chimeno Agnangbe en retient que pour le Mali, il va falloir absolument trouver une solution rapide. Oui, il faut trouver une solution rapide, mais ce que je pense déjà, c'est de dire que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple a mandaté le président en exercice. Le peuple aujourd'hui demande des revendications. Il faut pouvoir dialoguer avec le peuple. Le président a fait des concessions récemment, mais nous rendons compte que ces concessions sont arrivées tardivement. Donc il va falloir faire plus. Faire plus de concessions. Bala Cissé, il faut faire plus pour obtenir... il faut faire plus de concessions. Je pense que le président, il en a fait, mais il n'a pas fait assez. Moi, je pense que si j'étais à sa place ou j'étais son conseiller juridique, je lui proposerai de dissoudre l'Assemblée nationale dans l'immédiat de demain matin. Il dissoudre l'Assemblée nationale. Après, on peut amener sur une table de négociation, du dialogue. Mais je pense que les présidents ne veulent pas dialoguer. Il faut dire honnêtement aussi que le président n'est pas dans un dialogue sincère. Donc, avec ses opposants politiques, il faut reconnaître qu'il en a fait un peu des gestes, mais en réalité, le président ne veut pas négocier, il veut imposer. Mais notons que le pouvoir appartient au peuple, le président n'est pas un dieu, le président n'est pas au-dessus de la Constitution, mais le peuple peut être au-dessus de la Constitution. Donc, je pense Bala Cissé, merci à vous messieurs pour cette participation, notamment en ce qui concerne l'émission pour la première partie consacrée au Mali, l'imbroglio au Mali après la manifestation du 10 juillet dernier, une manifestation qui a été suivie de nombreuses violences qui ont entraîné au moins 11 morts. On se retrouve juste derrière pour évoquer cette fois l'actualité en Côte d'Ivoire et le début des obsèques officielles du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de cette émission, la Tribune du mardi. La deuxième partie consacrée à la Côte d'Ivoire va se poursuivre avec en ligne d'Abidjan Assé Alafé, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Et toujours à Abidjan, Nyamien Yao, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, chargé des grandes conférences. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le deuil et les incertitudes en Côte d'Ivoire. On note que c'est ce mardi que les hommages officiels sont donc faits au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il y a bien sûr la démission du vice-président Daniel Kablan-Duncan ce lundi, démission officialisée ce lundi, même si pour beaucoup il y avait déjà, en ce qui concerne le vice-président, une sorte de malaise assez à la fait? Oui, tout à fait. Il y a eu une sorte de malaise. Il avait été dit qu'il comptait faire une déclaration. Et puis, à partir de jeudi, vendredi, la rumeur a circulé. Des médias ont même écrit. Et, la rumeur a été officialisée. L'information a été donnée lundi. Voilà. Et est-ce qu'on doit considérer cette démission du vice-président Daniel Kablan-Duncan comme un autre coup qui affaiblit davantage ou bien qui fragilise le camp au pouvoir, notamment le président Alassane Ouattara? Oui, assurément. On ne peut pas dire que c'est un non-événement. C'est un coup. Maintenant, quelle va être la portée? Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça va totalement déstabiliser? Bon, on ne sait pas, on n'en voit pas encore l'impact, mais vous savez, depuis que, avec le départ de Guillaume Soro et avec le départ de Henri Konan Bédié, qui sont, on peut le dire, plus lourds que Daniel Kablan-Duncan, qu'on a vu que malgré cela, le RHDP n'a pas paru être perturbé. On se dit on se demande qu'est-ce qui pourrait peut-être déstabiliser, perturber la sérénité actuelle du RHDP. C'est vous dire que si le départ de Guillaume Soro, la rupture avec Henri Konan Bédié n'a pas troublé leur sommeil, est-ce que celui de Duncan pourrait les inquiéter plus durablement? Le départ de la démission de Daniel Kablan-Duncan, Lagrange Siménon à Nyangpé, est quand même perçu par de nombreux observateurs comme en tout cas comme un départ qui va fragiliser peut-être la majorité au pouvoir. Merci Aziz, je voudrais d'abord présenter mes condoléances au peuple ivoirien, aux autorités politico-administratives ivoiriennes et à tous les Ivoiriens de la diaspora. Le décès du Premier ministre est un coup dur pour tout le monde et pour l'Afrique également, parce que quoi que l'on dise, c'était un intellectuel de haut vol. Et déjà, est-ce qu'il faut dire que le président Ouattara doit être fragilisé? Je pense que nous sommes tous des êtres humains. Le président est également un être humain. Quand vous perdez physiquement un de vos collaborateurs que vous ne reverrez plus jamais et en qui vous avez perçu qui pouvait prendre votre relève, c'est un coup très dur. Je pense que nous ne le souhaitons à personne. Deuxièmement, quand vous avez également encore un autre de vos proches collaborateurs qui démissionne, ça fait mal. Et quelles qu'en soient les raisons, que cette démission soit motivée par de bonnes ou de mauvaises raisons, je pense que c'est très difficile, ce n'est pas facile. Mais le plus important aujourd'hui, aussi bien pour les autorités politico-administratives, pour la classe politique que pour le peuple ivoirien, c'est de pouvoir garder cette stabilité-là, qu'ils ont depuis, et de pouvoir aller de l'avant face aux enjeux et aux défis qu'ils ont, notamment la prochaine élection présidentielle. Donc, vraiment encourageons le peuple ivoirien et les autorités politico-administratives à faire preuve de beaucoup de courage et de montrer en tout cas à la classe politique et
à l'Afrique et au monde entier qu'ils sont en mesure d'affronter tout ce qui est en train de retomber sur eux. Il serait vraiment dommage que certaines choses se reproduisent, ce serait vraiment triste et dommage. Donc je pense que la situation sera maîtrisée par les uns et les autres. Chacun, par la grâce de Dieu, y mettra du sien pour que... Alors, Nyamia Yao, vous suivez sûrement de très près l'actualité chez vos anciens amis. Est-ce que vous êtes surpris par ce départ de Daniel Kablan-Duncan? Premièrement, je voudrais, en tant qu'ancien ministre, m'incliner devant la mémoire du Premier ministre qui part et me joindre à toute la nation aussi pour témoigner, pour dire toute ma compassion à sa famille et dire que nous serions beaucoup plus à l'aise la semaine prochaine quand les 8 jours de deuil qui nous sont imposés par la nature, par la providence, quand nous aurons fini ces 8 jours de deuil. Mais moi, je voudrais positiver la démission du Premier ministre en disant que après le ministre Amontano, le Premier ministre Duncan vient encore nous conforter dans ce que la culture de la démission doit faire partie aussi de la pratique politique en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'en cela, ce n'est pas une très très mauvaise chose de nous apprendre qu'en politique, on peut démissionner quand on pense qu'on ne partage pas à un moment donné la même vision que le leader, quels que soient les liens affectifs qui vous unissent. Et je pense que cette culture de la démission devrait pouvoir inspirer toute la classe politique. C'est en cela que je positive la démission du Premier ministre et du vice-président. Et cette démission arrive quand même à un moment où le président Alassane Ouattara est fortement éprouvé par ce deuil qui frappe la nation ivoirienne tout entière. Peut-être que le moment aurait dû être choisi, ou bien la démission aurait pu être différée. Oui, c'est la première lecture que j'ai faite. Mais si ma voix pouvait compter, et si ma voix avait compté avant, j'aurais attendu de faire tous les réglages politico-politiciens d'abord, politico-administratifs, juridicaux, tout ce qu'on peut imaginer, avant de décréter les 8 jours de deuil. Mais encore une fois, ça a été fait. Et donc, si je dois faire la deuxième lecture, après la lecture positive que j'ai faite, je sais que ça nous met mal à l'aise de savoir que tout ça intervient au moment où 8 jours de deuil ont été décrétés pour honorer la mémoire de celui qui est perçu comme étant un grand serviteur de la nation ivoirienne. Assez à la fait, nous avons justement une situation qui gêne un peu aux entournures avec, même si ce n'est pas dit, ce malaise qui est perceptible simplement dans les regards et à travers les attitudes. Le deuil, il faut le vivre et donc le boucler dans la dignité. Mais est-ce que vous pensez que malgré ce départ qui est jugé par beaucoup inopportun, cette démission du vice-président, eh bien, il y a possibilité de garder la famille du RHDP unie, du moins pour ceux qu'il en reste? Voyez-vous, on peut effectivement considérer que la période de deuil national devait être une période de trêve politique et de recueillement pour tous. Mais quand on regarde la chronologie des faits, on doit se souvenir que la lettre de démission a été déposée depuis fin février et que le dernier entretien a eu lieu le mardi 7 juillet. Il y a eu plusieurs entretiens, beaucoup d'émissaires et beaucoup de médiations
Et le dernier entretien, le mardi 7 juillet, ils ont pris acte de leur désaccord. Le Premier ministre était toujours en vie. Et le lendemain matin, mercredi, il y a eu un conseil présidentiel avant le conseil des ministres. Peut-être lorsque ils ont appris que c'était la rupture, ils sont partis certainement pour tenter de recoller les morceaux et demander au vice-président de reconsidérer sa position. Yamia Yao, qu'est-ce qu'il y a de gênant dans l'éventualité d'une candidature du président Alassane Ouattara? Vous savez, nous sommes à la constitution de la Troisième République, et cette constitution de la Troisième République vient mettre un terme à la constitution de la Deuxième République qui elle-même déjà limitait le nombre de mandats en tant que président de la République. Et je ne suis pas sûr que en adoptant la constitution de la Troisième République, l'idée était de remettre en cause cette disposition pertinente de la constitution de 2000. Et même les rédacteurs, c'est-à-dire le comité des experts qui avait en son sein des partisans, des conseillers du président de la République, ont dit au moment de la rédaction de cette constitution qu'au nom de ce qu'ils ont appelé le principe de continuité législative, le président ne pouvait plus se présenter pour un troisième mandat. Donc, rien ne nous gêne, sauf que nous savons qu'au terme de la constitution de la Côte d'Ivoire, le président de la République ne peut faire que 2 mandats. Assez à la fait, on a lu également dans de nombreux journaux par rapport à cette actualité que l'opposition redoute un retour en lice du président Alassane Ouattara. Oui, justement, on a lu et on voit. Vous savez, le ministre Yamia Yao a cité tout à l'heure des rédacteurs de la Constitution et leur point de vue. Mais je voudrais vous indiquer qu'au moment où aussi cette rédaction et Constitution étaient rédigées, nous avons quelqu'un qui connaît bien la politique ivoirienne, qui n'est pas juriste, mais qui a été président de l'Assemblée nationale et qui a prévenu les Ivoiriens pour dire ne vous y méprenez pas, n'écoutez pas les conseils du président Ouattara qui vous disent il n'en est rien. Ne vous y méprenez pas. Cette constitution est faite pour que le président Ouattara fasse un 3e mandat. Ne la votez pas. Je ne sais pas si le président Mamadou Koulibaly ne connaît rien aux lois et à l'interprétation des lois et à la non-rétroactivité des lois, fut-il une constitution et aux dispositions des transitoires et leurs effets. Il a dit devant le peuple de Côte d'Ivoire, à tout le monde, ne votez pas cette constitution qui, malgré les dénégations, permettra au président Alassane Ouattara de faire un autre mandat. Écoutez-moi, ne votez pas. Les vidéos sont là, personne ne l'a écouté. Et c'est parce que ce qu'il disait était si vrai que des conseillers du président Ouattara, des rédacteurs de cette constitution, sont venus donner une autre lecture. Lorsque la constitution a été votée, le président Ouattara est venu dire « Je peux être candidat, mais je ne le serai pas. Je le serai à 2 conditions, peut-être. Malgré une condition qui a été remplie ou qui est en train d'être remplie, il n'était toujours pas candidat. C'est-à-dire les gens de sa génération, notamment le président Bédié, candidat, le président Ouattara n'était pas candidat. Il a dit lorsque je vais constater que le pays est en péril et que l'œuvre que j'ai bâtie et que le bilan positif, selon moi, que j'ai laissé n'aura pas la possibilité d'être sauvegardé, je vais reconsidérer ma position. Il n'a pas encore dit s'il sera candidat. Les experts disent, les rumeurs le disent, des opposants le disent, ses proches de lui demandent, lui-même il ne l'a pas encore dit, mais je pense, vous avez dit tout à l'heure, il va se dédier, il en est conscient, certainement il trouvera l'argumentaire et la suite dépendra du peuple de Côte d'Ivoire.
c'est aux Ivoiriens d'accepter, soit avant les élections, soit après les élections, c'est aux acteurs politiques de se prononcer, c'est au Conseil social de réagir, et puis rien ne se fera sans la volonté du peuple de Côte d'Ivoire à un moment ou à un autre. Rien ne se fera sans la volonté du peuple. On les voit à l'image et on a l'habitude de, ce n'est pas une caricature, mais d'illustrer en évoquant ces personnages politiques, deux éléphants côte à côte. On aura peut-être un combat de pachyderme, un combat pacifique pour la prochaine élection présidentielle. Nyamia Yao, finalement, il suffirait de se comprendre parce que Assez Alafé vient de le rappeler, il y avait eu une mise en garde du président de l'Assemblée nationale d'alors, Mamadou Koulibaly, dont on sait qu'il est économiste, contre l'adoption de cette constitution. Oui, autant il y a eu une mise en garde du président Mamadou Koulibaly, autant il y a eu une campagne en faveur du oui. Et donc, en cela, je rejoins mon frère Alafé pour dire que nous tous, nous avons contribué à voter cette constitution et je pense que nous sommes tous prêts à en tirer les conséquences. Et le président Oufou a l'habitude de dire que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, bonne ou mauvaise. Et c'est la raison pour laquelle, abordant cet aspect, je ne serai pas très pimpant, parce que ça tombe dans le domaine des juristes. Ils sauront interpréter, ils sauront se dédire, ils sauront confirmer, infirmer ce qu'ils ont dit, mais toujours est-il que nous autres, nous sommes convaincus que la sagesse va habiter les uns et les autres pour que la Constitution soit respectée aussi bien dans son esprit que dans ses termes. Parce que si l'objectif était de permettre au président de la République de faire 2 mandats, honnêtement, ces experts et ces grands juristes que je connais ne se seraient pas donné tant de peine à rédiger cette constitution. Merci Nyamia Yao. Lagrange Simenou à Nyangbe, il y a toujours dans les constitutions des subtilités que seuls les grands juristes savent appréhender. Oui. Le président Ouattara pourrait bien se représenter. Si la Constitution le lui permet... Vous posez la question. Ah oui, d'accord, c'est pas... Oui, vous allez réagir. Si la Constitution permet au président Alassane Dramane Ouattara de se présenter aux prochaines élections de son pays, pourquoi pas? Si le peuple ivoirien, qui est le détenteur du pouvoir absolu, trouve que le président pourrait être candidat, ou si son parti politique trouve que ce n'est que lui qui pourrait finalement représenter ce parti à ces élections, pourquoi pas? Mais le plus important aujourd'hui, comme nous ne cessons et ne cesserons jamais de le dire, c'est que les ténors de la politique ivoirienne puissent s'asseoir, puissent se parler, que ceux qui sont à l'étranger puissent bénéficier de la main tendue du président Alassane Dramane Ouattara, qui est le père de la nation en ce moment, qui est le premier magistrat en ce moment, afin que ces assises puissent se tenir. Parce que sans cela, nous percevrons qu'il y a de sombres nuages. Si cela ne se faisait pas, il y a de sombres nuages qui planeront et ce serait vraiment... La Constitution en Côte d'Ivoire rappelle les constitutions dans de nombreux pays. On a l'impression qu'elles sont souvent écrites par des spécialistes qui ont des agendas cachés. Oui, peut-être. Voyez-vous, il y a certains pays qui ont réglé le problème. Cette constitution-là aurait pu être écrite de façon plus claire. Nul ne peut faire plus de 2 mandats de façon continue ou discontinue. Je crois que le Burkina a réglé le problème. En Russie, on voit Poutine qui va et qui revient. On a peut-être une constitution à la Poutine. C'est-à-dire que tu fais 2 mandats, tu finis, tu vas être Premier ministre, tu t'en te balader.
et prévient, 5-10 ans après, tu as un nouveau candidat. C'est le type de constitution que nous avons. Hein. Donc, si au milieu, un temps, on a une nouvelle constitution, on peut glisser là-dessus. Il pense que si, comme le ministre vient de le dire tout à l'heure, l'esprit et la lettre, c'était qu'on n'ait pas plus de 2 mandats, au lieu de nous ramener à une disposition transitoire qui dit les dispositions anciennes qui n'ont pas changé dans la nouvelle constitution restent valables. Donc, c'était 2 mandats avant, c'est 2 mandats maintenant. On ne peut pas dire on a une nouvelle constitution, on recommence un mandat pour aller un deuxième. Il était tellement simple pour le constituant, pour les législateurs et pour le peuple de Côte d'Ivoire d'exiger, comme au Burkina ou dans d'autres pays, maintenant au Togo, nul ne peut faire plus de 2 mandats de façon continue ou discontinue. Lorsqu'on a une telle disposition, il n'y a plus de débat. De façon continue ou discontinue. Je pense que nous devons tous en tirer les leçons pour que la prochaine modification, tout comme d'ailleurs la question du Premier ministre aujourd'hui, dans notre Constitution, la démission du Premier ministre est évoquée. Mais une démission de droit, il démissionne. Mais la question de la vacance du poste du Premier ministre n'est pas évoquée sous forme de décès, sous forme d'incapacité, de maladie, d'empêchement absolu. Voici d'ailleurs, c'est la première fois que dans notre histoire, un Premier ministre en exercice décède. Donc, depuis que le poste existe en 1990, on n'a jamais prévu cela. Ça arrive et nous nous trouvons dans une situation où notre Constitution n'a pas prévu de cas de décès, de vacance du poste de Premier ministre. Et on est dans une situation pareille là, qui est là. Ça veut dire qu'aucune Constitution n'est parfaite. Et aucun spécialiste de droit ne peut venir dire c'est comme ça on interprète, c'est une nouvelle constitution. Certes, mais ça n'induit pas un nouveau mandat parce que il y a un article qui dit les dispositions anciennes non modifiées restent valables et restent en vigueur. Parce que à côté de cela, il y a d'autres qui disent aucune loi n'est rétroactive. Donc la rétroactivité ne peut pas s'appliquer à la disposition disant que les dispositions anciennes maintenues sont applicables à tout moment. Donc il y a autant d'arguments pour valider une candidature comme pour la refuser. Et le meilleur moyen de mettre fin au débat aurait été de dire nul ne peut avoir 2 mandats ou être candidat à plus de 2 reprises de façon continue ou discontinue. Parce que quelqu'un qui a 35 ans ou 50 ans, alors, il est élu 2 fois président, il s'en va se balader, se reposer, il revient. Dans 10 ans, cette constitution ne peut pas l'empêcher d'être candidat. La seule chose qu'elle pourrait empêcher, c'est une candidature successive juste après. Voilà. Nyamia Yao, on a l'impression que c'est fait exprès. Vous avez été ministre, vous êtes ancien ministre. Finalement, chacun ou bien chaque gouvernant a toujours, en ce qui concerne la Constitution, tiré la couverture de son côté. Non, je ne dirais pas cela. Je dirais que c'est en fonction du contexte, en fonction des problèmes que la nation doit résoudre, que s'élabore un texte, s'élabore une constitution. Parce que la constitution prend en compte le passé, le présent, mais se projette aussi. Et c'est la raison pour laquelle, vous dites? Oui, se projette pour l'avenir. L'avenir. Et voici que, chemin faisant, nous voyons des difficultés. Ça veut dire que nous ne serons pas étonnés qu'au lendemain de la présidentielle, des modifications puissent être apportées au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, pour que nous ne soyons pas dans des logiques d'interprétation sans fin de notre Constitution. Et c'est la raison pour laquelle, en cela, nous disons que est-ce qu'il faut parler du peuple de Côte d'Ivoire? Mais oui, je pense qu'à un moment donné, le peuple de Côte d'Ivoire aussi aura son mot à dire. Et puis le juge des élections aussi aura son mot à dire. Et c'est la raison pour laquelle nous, pour le moment, nous sommes très peu bavards concernant ce sujet de 3e mandat du président, étant entendu que dans la tête des militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la Constitution règle bien ce problème
le président ne pourra pas avoir un troisième mandat. Mais comme être militant, c'est être partisan, je pense que le dernier mot viendra au peuple de Côte d'Ivoire et aux juges des élections. Et vous rejoignez sur ce point assez à la fait. On a fait le dernier tour de table. On va donner l'occasion à Lagrange Simenou Agnankpe de conclure en 30 secondes avant de vous redonner la parole pour faire le même exercice. Lagrange Simenou Agnankpe, ce qu'il faut souhaiter pour la Côte d'Ivoire, c'est que justement les obsèques du Premier ministre, du défunt Premier ministre, avec les hommages les hommages officiels qui ont démarré ce mercredi, eh bien, que ces obsèques se déroulent dans le calme absolu. Oui, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ces hommages et ces obsèques se déroulent dans le calme absolu et au-delà de cela, que chacun et chacune, chaque Ivoirien, dépositaire de l'autorité de l'État ou non, puisse quand même avoir un sens élevé de responsabilité et travailler à ce que la stabilité que nous percevons aujourd'hui soit pérenne et que l'Afrique puisse en tirer un grand profit. Assez à la fait, il faudrait d'abord, comme c'est indiqué en Afrique, que les obsèques aillent à leur terme, que le disparu repose en paix avant, cette fois, de se remettre en course pour la présidentielle. Aujourd'hui, je pense qu'il reste 50 jours encore à peu près pour le dernier délai du dépôt des candidatures. Et il y a les parrainages à avoir, tout. Et on est encore dans le deuil national et la trêve politique observée par l'ensemble de la classe politique, que je voudrais saluer. Pour saluer le message du président Bédié, le message du président Afi, le message de Guillaume Soro, les condoléances de Laurent Gbagbo. Il y a eu cette adhésion de l'ensemble de la classe politique à l'homme, respecté et considéré en qualité de premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, malgré l'adversité. Et c'est ce qui est rassurant, ce qui donne espoir que les choses vont bien se passer malgré la reprise de la compétition politique après. Donc, à partir de samedi, lundi qui arrive, la bataille reprendra, ce sera la fin de la trêve, mais il faut espérer que les choses se passeront dans de bonnes conditions et qu'on ne pense pas que c'était des hommages convenus hypocrites. Il y avait vraiment une adhésion, il y avait vraiment un sentiment de fraternité et d'attachement à la nation pour qu'on puisse agir dans la stabilité et la paix au profit de l'ensemble des populations. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir la suite du déroulement des choses avec un nouveau Premier ministre, un gouvernement actualisé. Qu'est-ce que le président fera comme message et discours? Quand on aura un nouveau vice-président, voilà, il y a un agenda à déployer, on va observer et souhaiter que l'esprit de paix et de stabilité habite l'ensemble de la classe politique ainsi que le reste de la population ivoirienne. Nyamia Yao, vous êtes également, en tout cas, vous allez, à l'instar des autres Ivoiriens, rendre un hommage appuyé au défunt Premier ministre. Là aussi, au PDCI, on attend simplement des obsèques apaisées avant de reprendre la bataille politique dès la semaine prochaine. Oui, pour plusieurs raisons, parce que dans les veines du Premier ministre défunt se trouve l'ADN du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et puis, dans les veines du Premier ministre se trouve l'ADN du patriarche Gon Coulibaly, qui fut un grand compagnon de lutte du président Félix Houphouët-Boigny. Et quand on se rappelle que ce patriarche fut un homme de paix, parce que en son temps et longtemps avant nous, au moment où on lui opposait la guerre, il a opposé la paix. Nous ne pouvons souhaiter que la paix règne au moment où, par le coup du sort, le peuple de Côte d'Ivoire doit enterrer un de ses descendants en la personne du Premier ministre Gon Coulibaly. Et je dis aussi que
Nous serons plus à l'aise la semaine prochaine. Pour le moment, en deuil, c'est une période de recueillement, c'est une période de compassion et souhaitons que la paix et la sagesse guident les uns et les autres pour que les batailles et les joutes reprennent de plus belle la semaine prochaine. En tout cas, nous le souhaitons vivement. Merci, messieurs, d'avoir été en notre compagnie pour ce numéro de la Tribune du Mardi. On rappelle qu'en première partie, nous avons évoqué la situation au Mali, l'imbroglio au Mali après la manifestation du 10 juillet en compagnie de Bala Cissé, qui est docteur et enseignant-chercheur en droit public à l'université Paris 13. Également Mahmoud Sidibé, avocat à la Cour d'appel de Paris, maître Mahmoud Sidibé, et Tiambal Gimbaïra, qui est directeur de publication de La Voix du Mali. Sur ce plateau, la grande Chimène Wanyangpe, consultant spécialiste des questions internationales et chroniqueur dans cette émission. Merci de votre fidélité et surtout de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.